Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, devant la Chambre des représentants hier, on a Jérôme Powell qui a préparé le terrain. On s'y attendait, mais voilà, il l'a fait, de nouvelles hausses de taux, car l'inflation, c'est ce qu'il nous dit, est bien supérieure à ce qu'elle devrait être. La pause, en tout cas du mois de juin, ne va pas durer longtemps a priori. Oui, alors c'est compliqué de regarder à l'inflation américaine parce que vous savez que l'inflation américaine accorde, enfin l'indice des prix américain accorde un poids extraordinairement élevé aux loyers. Les loyers, c'est 36% de l'indice des prix. En même temps, c'est pas faux, le logement, c'est un tiers du budget. Donc. Oui, mais parce qu'ils incluent les loyers fictifs imputés aux propriétaires de logements. Et les Européens ne font pas ça. Donc les loyers, c'est 7% de l'indice des prix européen et c'est 36% de l'indice des prix américain. Et les loyers ont le mauvais goût de continuer. Alors, il n'y a aucune information sur les loyers fictifs, ils sont simplement calés sur les loyers effectifs. Hein, et c'est le même chiffre. Et donc, les loyers continuent à augmenter de 8% par an aux États-Unis. Et ça, c'est une source d'inflation additionnelle. Hein. Donc il y a une vraie inquiétude qui est est-ce que les loyers vont ralentir? D'habitude, ils ralentissent avec pratiquement un an de retard sur les prix de l'immobilier résidentiel. Les prix de l'immobilier résidentiel sont en croissance négative aux États-Unis sur les derniers mois. Donc normalement, si on respecte la corrélation observée dans le passé, il devrait y avoir un grand ralentissement des loyers, mais il ne se voit pas encore. Et deuxième problème, même si vous soustrayez les loyers de l'indice des prix, vous fabriquez l'inflation hors énergie, hors alimentation et hors loyer, elle est pratiquement à 4% et elle ne bouge plus, elle ne baisse plus, elle reste à peu près à 4%. C'est ça qui pose problème à la Et c'est ça qui pose problème, c'est que les loyers, je crois, vont finir par baisser. Parce que, oui, mais on est toujours à 4%, même sans les loyers. Oui, alors, et on est toujours à 4%, il n'y en est qu'à 4% depuis plusieurs mois, enfin c'est un tout petit peu en dessous. Donc elle a raison, la Fed, d'en rajouter des hausses de taux? Alors, les taux sont à 5,25 aux États-Unis. Si vous acceptez de soustraire les loyers, ça fait des taux d'intérêt réels positifs. Je crois que mais il n'y a plus de décélération de l'inflation aux États-Unis. C'est plutôt que le niveau de l'inflation, ce qui inquiète la Fed, c'est que depuis plusieurs mois, on reste à peu près à 4% sur cette inflation hors loyer. Et c'est pas acceptable. Et si vous regardez les coûts salariaux, alors il y a plein d'indices des salaires aux États-Unis. On est à 5%. On est à 5% sur les salaires. Et comme la productivité décroît, on est à plus de 5% sur les coûts salariaux. Et donc, l'inflation fondamentale, probablement, ne baisse plus aux États-Unis. Donc la Réserve fédérale se dit, mais si je ne fais rien, probablement, on va rester à 4% d'inflation. Hein. Ce qui n'est pas possible au vu de son mandat. Ce qui n'est pas possible. Alors, la Fed est plus souple que la BCE, elle peut accepter peut-être une inflation qui soit de 5, de 6, mais pas à 4, quoi, je veux dire. Et puis, il y a des signes, il y a quelques signes de reprise de l'économie américaine. Par exemple, les mises en chantier ont bien rebondi à partir de leur point bas, et le logement, c'est quand même un secteur important. L'emploi va continuer à croître, hein, parce que même s'il y a, un peu moins d'1% de croissance aux États-Unis, mais les gains de productivité sont négatifs, donc l'emploi va continuer à croître de 1%. C'est-à-dire que le marché du travail va se tendre plus, et la Réserve fédérale nous dit que le taux de chômage va monter de 3,7 à 4,1. C'est même pas sûr, parce que normalement, on crée plus d'emplois. Donc la Fed a raison de relever ses taux, au vu de tout ce qu'on a dit là. Une inflation qui ne baisse pas, qui stagne. Alors il se pose une question qui n'est pas simplement valable pour les États-Unis, qui est valable pour les autres pays, qui est est-ce que on arrive au même résultat finalement sur l'inflation en gardant des taux modérément élevés pendant une longue période de temps qu'à partir d'une autre stratégie qui est de monter beaucoup les taux d'intérêt, de casser l'inflation et de rebaisser assez vite les taux d'intérêt. Quelle est la meilleure stratégie? Eh bien, il y a un risque que... Et l'absence de gain de productivité joue un rôle fondamental. Parce que s'il y avait 2% de gain de productivité aux États-Unis, avec 1% de croissance, l'emploi baisserait de 1%, le chômage monterait, les salaires ralentiraient. Et on a cette gain de productivité négatif qui fait qu'il faut honnêtement être beaucoup plus restrictif pour dégrader le marché du travail. Et donc, moi je crois que si la Fed veut retourner à 2% d'inflation probablement en 2025, hein, parce que ça mettra probablement 2 ans,
Malheureusement, il est nécessaire qu'elle dégrade plus l'économie américaine et qu'elle fasse monter de taux supplémentaires sont nécessaires pour aller vers 2% d'inflation en 2025? Alors ça, c'est compliqué, mais il faudrait, normalement, il faut des taux d'intérêt réels qui soient supérieurs à la croissance potentielle, quoi. Donc, si la croissance potentielle des États-Unis, c'est 2, et si l'inflation, elle veut être à 4, à nouveau, j'enlève la composante loyer, l'inflation est stabilisée à 4, ça fait 6. Et donc, il manque 75 points de base pour que les taux d'intérêt vraiment attaquent l'inflation aux États-Unis. Et on voit bien que pour l'instant, les marchés boursiers, on s'y attendait un petit peu, n'apprécient pas le CAC 40 en baisse de 1,2%. Oui, mais alors les marchés boursiers priceaient pratiquement 4 baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale il y a quelques semaines. Ouais. Et bien maintenant, ils pricent 3 hausses, quoi. Je veux dire, donc il y a un choc, mais qu'il fallait attendre. Et ce choc... Donc les marchés boursiers encaissent à peu près correctement le passage de 4 baisses de taux prévues sur 2023 à 3 hausses de taux au final. Ce n'est pas catastrophique, compte tenu de la performance boursière aussi des États-Unis, les marchés boursiers sont... Bon, si on parlait de la zone euro, on aurait probablement un effet, un besoin de hausse des taux d'intérêt encore beaucoup plus fort dans la zone euro qu'aux États-Unis. Parce que si je fais l'inflation, je fais le même calcul, je fais l'inflation hors énergie, hors alimentation et hors loyer dans la zone euro, cette inflation, elle est à 7,5%. Hein. Et donc... 7,5 ? 7,5, oui, elle est à 7,5. Les loyers sont à 2,9, hein, donc enlever les loyers, ça fait monter l'inflation. Et si vous faites simplement l'inflation hors énergie et hors alimentation... j'exclus les produits transformés, il n'y a pas les nouilles, quoi. Il y a les produits alimentaires frais, etc. On est à 6,9. Hein. Donc ça fait 7, plus 1% de croissance. Ça fait 7, plus 1% de croissance. Des taux à 8, c'est ça. Il faudrait des taux à 8 pour mordre vraiment sur l'inflation. Donc elle ne fait pas une erreur de politique monétaire. Certains disent, ouais, BCE, elle en fait trop, c'est pas la même inflation qu'aux États-unis. C'est pire, c'est la même inflation salariale qu'aux États-Unis. Et il y a en plus une... Enfin, je veux dire, l'inflation était aux États-Unis. Si vous regardez d'autres indices des salaires, par exemple les salaires hebdomadaires, ils sont en décrue lente, hein, ils décélèrent. Dans la zone euro, tous les indices de salaire accélèrent. Ils sont plus élevés au premier trimestre 2023 qu'au quatrième trimestre 2022. Donc, ce n'est pas une erreur de politique monétaire que fait la BCE en augmentant et en prévenant qu'il y aura d'autres hausses de taux qui sont prévues. Oui, mais alors, oui, mais enfin, si c'est aller... le consensus des marchés, c'est 3,75 pour le taux d'arrivée, ou peut-être 4 pour le taux d'arrivée de la BCE. On est à 3,25 là. On est à 3,25, oui. Ouais. Et c'est beaucoup trop bas. Enfin, je veux dire, l'inflation calculée comme aux États-Unis et au-dessus de 7%. Quoi. Je veux dire, on a beaucoup d'inflation. Donc, quelque part, la BCE en fait beaucoup moins que ce qu'elle devrait faire. Oui, mais je crois que la BCE, en réalité, ne lutte pas contre l'inflation. Si vous avez des taux d'intérêt réels extraordinairement négatifs encore dans la zone euro, il n'y a pas de lutte contre l'inflation. Et comme la politique budgétaire est expansionniste aussi dans la zone euro, en fait, le consensus de croissance pour la zone euro, c'est un petit 1%. Ouais. C'est à peu près la croissance potentielle, hein, à quelques dixièmes de points près. Et donc, il n'y a pas de sous-utilisation des capacités dans la zone euro. Et alors, il y a une enquête extrêmement intéressante, je crois qu'on en parlait déjà la dernière fois, qui est une enquête qui est faite par Eurostat, hein, par la Commission européenne, sur les causes de freinage de la production. Alors, traditionnellement, ce qui freine la production dans la zone euro, c'est l'insuffisance de la demande. Ouais. Ça, c'était le cas jusqu'en 2017. Aujourd'hui, l'insuffisance de la demande ne joue aucun rôle pour freiner la production, si vous écoutez les entreprises industrielles, des services, etc. Les deux causes de freinage de la production, c'est les difficultés d'embauche et l'insuffisance des équipements dans les entreprises disponibles. L'insuffisance de l'investissement passé, quoi. Et donc, on est en situation d'excès de demande. Il y a trop de demandes pour que les entreprises puissent fournir la demande. Donc, il n'y a aucune raison que l'inflation de la zone euro ralentisse fortement. Il y a trop de demandes. Bon, corollaire de ce que nous fait la BCE et des taux d'intérêt, c'est l'immobilier. En France, et je voulais en parler avec vous, Patrick Artus, qui tangue, les transactions qui baissent nettement, mais pas les prix. Les prix, il y a une espèce de rigidité jusqu'au moment où
les vendeurs vont se rendre compte que le marché n'est plus celui qu'ils croient. Est-ce que vous imaginez, vous conjecturez une baisse des prix sensible de 10-12% d'ici la fin de l'année ou sur 12 mois en France, dans l'immobilier résidentiel ancien? Oui, bon, les prix ne vont pas énormément baisser parce qu'il y a une rareté. De l'immobilier. On n'a pas assez construit depuis des années. Il y a beaucoup de propriétaires de logements mal isolés, mal classés, qui retirent leurs biens de la location. Donc pour vous, les prix ne vont pas beaucoup baisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être 5-6%, quoi, je veux dire. Pas plus. Mais pas plus, parce qu'il y a des facteurs de résistance des prix. Il n'y a pas assez de logements sur le marché, quoi. Et il y a de moins en moins de logements sur le marché, à nouveau, parce que les propriétaires de logements classés G, H, etc., retirent leurs logements de la location. Donc la baisse des prix ne va pas compenser du tout la hausse des taux d'intérêt. Vous avez des taux des crédits immobiliers qui ont augmenté de 1 quart à 3,5 en gros, et la baisse des prix, si c'est 5%, même si c'est 7%, ne compensera pas du tout la hausse des intérêts payés. Donc on va garder, et probablement durablement, parce que je ne crois pas que les taux d'intérêt à long terme rebaissent dans la zone euro. Il y a beaucoup de facteurs qui vont impliquer le maintien de taux d'intérêt à long terme, au moins à ce niveau-là. Il y a l'insuffisance d'épargne, les besoins d'investissement de la transition énergétique, l'inflation qui ne va pas redescendre en dessous de 2%, probablement. Donc on est parti pour plusieurs années de crise du logement, de l'immobilier. Hier, on avait le patron d'Altarea, premier promoteur immobilier français, qui était avec nous, et qui nous disait qu'il y aura, selon lui, au moins 5 ans de crise du logement. Mais il faut qu'on avale. On avait des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers au-dessus de 4% en 2010, 2011, 2012. On est tombé à 1,25% et on va revenir à 4%. Quoi. Je veux dire, c'est le retour 10 ans en arrière. Mais c'est le retour à la normale. Simplement, il faut avaler le retour à la normale. Il faut le digérer. Avec une inflation, encore une fois, c'est le gouverneur de la Banque de France qui dit 2%, et c'est toujours la même estimation, la même prévision de la Banque de France ou même de la BCE sur l'inflation en France ou en zone euro, 2% en 2025. On y croit, on se dit que... On n'y croit pas du tout. On n'y croit pas. Enfin, j'y crois pas. Je ne crois pas un mot. Quand vous regardez la dynamique des salaires, la dynamique les difficultés d'embauche des entreprises dans la zone euro sont toujours au plus haut. Elles n'ont absolument pas baissé. Quand vous regardez le recul de la productivité en 2025, donc c'est dans 2 ans. Hein. Et on sera où alors en 2025 en inflation? Probablement entre 3 et 4 d'inflation. Ah, donc ça veut dire que les taux d'intérêt vont rester durablement... Oui, mais je veux dire, d'abord, si vous regardez la dynamique de l'inflation, l'inflation aurait dû commencer en 2018. Elle commençait à monter en 2018, les salaires commençaient à accélérer, parce qu'on rentrait dans ce régime d'excès de demande. Il n'y avait pas assez d'offres, il n'y avait pas assez d'équipements, il n'y avait pas assez de population sur le marché du travail. Bon, 2020, la crise de la Covid casse complètement ça. Donc, et puis, on revient. Mais si on n'avait pas eu la Covid, on aurait eu de l'inflation beaucoup plus vite, en fait. On aurait eu de l'inflation... Mais pas à ce niveau-là. Alors, ensuite, la BCE et la Réserve fédérale, et surtout la BCE, ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Normalement, plus vous attaquez l'inflation tôt, quand vous êtes une banque centrale, moins vous avez besoin de monter les taux d'intérêt. Mais il y a une erreur collective, là. Il y a une erreur d'analyse très grave de la BCE. Et de la Fed aussi. La Fed a corrigé son erreur. La Fed, à partir de mai, juin 2022, admet que l'inflation commence à avoir des effets de second tour. La BCE n'admet pas ça. Enfin, la BCE attend la fin de 2022, pour réellement dire qu'il y a de l'inflation. C'est une erreur. Ça nous coûte 1 an, quoi. Je veux dire, si on était dans le passé, on aurait attaqué cette inflation naissante tout à fait au début de 2022. On aurait monté les taux un an plus tôt. On aurait eu besoin de monter beaucoup moins les taux d'intérêt. On aurait tué l'inflation dans l'œuf au lieu de laisser s'emballer les salaires, etc. Et puis à nouveau, l'absence de gains de productivité. Si on avait des gains de productivité, il y aurait beaucoup moins d'inflation, mais la productivité décroît dans toute la zone euro. Un petit mot quand même, parce que c'est lié aussi aux taux d'intérêt plus élevés qui vont engendrer des charges d'intérêt pour l'État de 70 milliards en 2027. On était à 20 milliards en 2020.
21 ou 22, je me souviens plus. Oui. On avait Jean-Marc Vittori qui était là en début de semaine des Échos qui disait que puisque selon lui le gouvernement, malgré ses velléités et ses assises des finances publiques, n'arrivera pas à réduire la dépense publique parce qu'on ne sait pas faire en France, que la consolidation, le sérieux budgétaire passera selon lui nécessairement par des hausses d'impôts. Moi je crains ça depuis très longtemps. Jusqu'à présent, le président de la République a tenu, on a le programme, tenu la ligne, pas de hausse d'impôts. Le programme de stabilité de la France qui a été déposé à la Commission, qui a à peu près il y a un mois, prévoit des dépenses publiques qui augmentent considérablement moins que le produit intérieur brut. 0,6%. 0,6%, alors que le produit intérieur brut, c'est un 1,4, quoi, je veux dire. Donc elles ne baissent pas, en fait, elles augmentent moins vite. Elles augmentent moins vite que le PIB en volume, ce qui fait baisser... C'est très bien d'ailleurs, voilà. Sur le principe. Oui, mais alors, sur le principe, oui, mais alors, quelles dépenses publiques est-ce que vous attaquez ? Vous avez besoin de faire des dépenses de transition énergétique, des dépenses de réindustrialisation, des dépenses de soutien du pouvoir d'achat, des dépenses de soutien du bâtiment, des dépenses d'éducation, des dépenses... Quel poste de dépenses publiques va apporter... Il n'y a pas grand-chose. Alors effectivement, vous pouvez continuer à baisser les dépenses de santé en rejetant plus sur les mutuelles de la dépense de santé. Rejeter sur les mutuelles, c'est pas vraiment baisser les dépenses publiques. Hein, c'est simplement... moins les augmenter, hein, pas les baisser, mais moins les augmenter en tout cas. Oui, donc ça veut dire quoi donc si on se écoute, mais dans une économie vieillissante, avec une population qui est plus vieille, avec les problèmes de l'éducation nationale, les problèmes de la formation, je suis comme Jean-Marc Vittori, je crois que cet objectif de dépenses publiques ne sera pas réalisé. Et en même temps, il y a des règles européennes qui vont revenir dès l'année prochaine sur le devant de la scène. Il y a les taux d'intérêt, encore une fois, qui pèsent sur le budget. Oui. Premier budget de l'État. En plus, les hypothèses de croissance sont extraordinairement optimistes. Ça se finit comment, cette histoire ? Ça se finit... Nos partenaires européens vont faire la gueule. Et ça se finit. Alors, si on considérait qu'on est en économie de guerre, il faut au moins 3 points de PIB de dépenses de transition énergétique en plus, mais ça n'inclut pas ce qu'on doit faire sur l'eau, ce qu'on doit faire sur l'agriculture, ce qu'on doit faire contre la pauvreté. Bon, il y a un besoin de dépenses publiques énorme. Après la Seconde Guerre mondiale, quand on a reconstruit l'Europe, on a mis en place des taux d'intérêt réels extrêmement négatifs. C'est-à-dire qu'on a laissé l'inflation monter, on a maintenu des taux d'intérêt à un niveau bas, et on a tué les dettes. Oui, c'est pas possible aujourd'hui, c'est avec la BCE. Oui, alors si la BCE ne change pas d'attitude, nous ne ferons pas les dépenses de transition énergétique que nous devons faire, et donc on aura 4 degrés ou plus de hausse de la température de la planète. C'est ça l'équation, les termes de l'équation aujourd'hui. Il faut 3 points de PIB. Mais elle a un mandat, la BCE, qui est de ramener, c'est ce qu'il est, l'inflation à 2%. Oui, mais il faut questionner ce mandat. Si la BCE, par exemple, changeait son objectif d'inflation, je pense que tout calcul on n'en est pas là du tout. Je pense que tout calcul fait, l'inflation stabilisée dans la zone euro, compte tenu de... c'est 3%. Ouais. Si la BCE conserve un mandat à 2%, elle va monter les taux d'intérêt réels, corrigés de l'inflation, en permanence, et on va tuer l'investissement, y compris les investissements de transition énergétique, les investissements de réindustrialisation. Elle osera faire ça ? Mais c'est son mandat encore. Mais il faut qu'on change le mandat de la BCE ne précise pas le taux d'inflation cible. La BCE a toute liberté. Le mandat de la BCE dit qu'elle doit avoir une politique anti-inflationniste, mais il n'y a pas de chiffre. Donc le mandat de la BCE a déjà changé. C'était moins de 2% d'inflation, c'est devenu 2% d'inflation en moyenne. 3%. C'est la seule décision raisonnable. Et si elle ne le fait pas, donc on va... Si elle ne le fait pas, on aura 4 ou 5 degrés de hausse de la température de l'Europe. Et particulièrement, vous savez que l'Europe a un réchauffement climatique qui est 160% du réchauffement climatique mondial. Le monde est 1,2 degré, la France est à 2 degrés, par exemple, déjà de réchauffement climatique. Parce que il y a des endroits qui se réchauffent moins et des endroits qui se réchauffent plus. Et donc, il faut absolument faire les investissements de transition énergétique et ceux qui sont associés à ces investissements. Et donc, il ne faut pas comprimer l'investissement des entreprises. Et donc, je pense qu'il faut mélanger une politique monétaire qui accepte un supplément d'inflation, et ce qui fera baisser les taux d'intérêt réels, et peut-être une politique fiscale de taxation des plus riches, etc. Oui, pardon, c'était ma question, je l'ai oublié. Oui. Ça se finira par des hausses d'impôts ? D'autant plus que la BCE gardera un objectif d'inflation à 2%. Si la BCE est obligée
de monter ses taux d'intérêt sans arrêt, de garder un niveau élevé de taux d'intérêt parce qu'elle s'obstine à avoir un objectif d'inflation de 2%, bah, la dépression de l'investissement et le fait que le secteur privé pourra moins investir forcera l'État à prendre plus de parts, hein, dans les investissements de transition et forcera l'État encore plus à avoir des ressources fiscales plus élevées. Donc, faut espérer que la BCE va considérer qu'on est dans une période... On n'en est pas encore là. On est en économie de guerre. Son discours, on n'en est pas là du tout. Hein. Bah oui, mais... oui, ce serait une révolution, hein, copernicienne. Hein. Bah, peut-être, mais à ce moment-là, c'est grave. Ouais. Les risques, Patrick, les risques pour les marchés sur cet été, qu'est-ce qu'on surveille encore une fois? Est-ce qu'on surveille quoi de possibles nouveaux défauts sur des banques américaines de taille moyenne? On se dit que c'est de l'histoire ancienne. Quels sont les risques là à court terme sur cet été? Bah, les risques, c'est la révision qui va être continuelle à la hausse des perspectives de taux d'intérêt à long terme. Les marchés financiers anticipent, par exemple, que le taux à 10 ans de la France est à 3% aujourd'hui, ouais. Il y a quelques jours, il était un peu en dessous de 3%, ouais. Mais à 3% jusqu'à la fin des temps. Et donc, les marchés ne considèrent pas qu'il y aura des taux d'intérêt réels plus élevés parce que les besoins d'investissement seront considérables et ça fabriquera une tension sur l'épargne. Et les marchés ne considèrent pas qu'il y a un risque d'inflation structurellement plus élevé que 2%. Et donc, ça n'est pas bon pour les marchés actions. Et alors, c'est pas bon pour... Si le taux d'intérêt d'équilibre, c'est pas 3, c'est 4, oui. C'est absolument pas anticipé. Je crois que c'est raisonnable comme idée que les taux d'intérêt, à la fois réels et l'inflation... L'inflation anticipée dans la zone euro revient juste au-dessus de 2% dans 2 ans. Ce n'est pas raisonnable non plus. Et donc, s'il y a une dérive progressive des taux d'intérêt anticipés de 3 à 4%, bah, ce n'est pas bon pour les actions, ce n'est pas bon pour l'obligation, ce n'est pas bon pour l'immobilier, ce n'est pas bon pour les infrastructures, ce n'est pas bon pour tous les actifs. Donc les marchés boursiers devraient baisser. Bah, tout devrait baisser. Si vous avez des taux d'intérêt réels plus élevés, le taux d'intérêt réel anticipé est complètement plat. Si vous soustrayez le taux d'intérêt nominal et l'inflation anticipée, vous êtes autour de 0,4%. Ce qui est un taux d'intérêt réel sur 10 ans, quoi, je veux dire extraordinairement bas. Ouais. On était autour de 2% au début des années 2000. Donc, donc les taux d'intérêt réels sont anticipés à un niveau très faible. Le risque, c'est la hausse des taux d'intérêt réels qui provoquera la baisse de tous les prix d'actifs. Bon, et on finit là-dessus. C'est à ceux qui disent qu'à 7200 points sur le CAC 40, on est un petit peu en dessous. L'année est faite, l'année boursière est faite. Mais le risque que j'évoque n'est pas un risque à court terme, c'est pas un risque, c'est un risque progressif. C'est dans les 5 prochaines années qu'on verra que l'inflation ne revient pas au niveau anticipé, qu'il y a un déficit d'épargne. Donc les profits des entreprises sont encore élevés, les marges sont bonnes, la croissance de la France sera probablement presque à 1%. Donc il n'y a pas de risque à court terme de krach boursier. C'est plutôt une moindre valorisation boursière progressive au fur et à mesure qu'on révisera les anticipations de taux à long terme dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Bon voilà, merci de passer nous voir. Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.